Et si je vous disais que Gandalf n'est pas revenu du Mordor les mains vides? Lorsque la tour sombre s'effondra et que les feux de Barad-dûr s'éteignirent, le magicien gris disparut un instant de la vue du monde. Nul ne sait où il alla, nul ne sait ce qu'il vit, et nul ne sait ce qu'il trouva ou emporta. Même Galadriel, la plus puissante des elfes de l'Ouest, pressentit l'ombre de ce mystère, mais n'osa jamais poser de questions. Car certains savoirs ont un prix que même les plus sages redoutent. Gandalf emporta avec lui quelque chose que l'on ne trouve ni dans les chroniques du Gondor, ni dans les chants elfiques, non par cupidité, non par soif de pouvoir, mais peut-être parce qu'une étincelle d'obscurité devait être préservée pour comprendre la lumière. Aujourd'hui, nous révélons un secret enfoui dans la fumée du Mordor, quelque chose qui ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Lorsque l'anneau unique fut détruit et que la tour de Barad-dûr s'écroula, tout le Mordor trembla. Une fumée noire s'éleva, des murs s'effondrèrent et les cris des orques s'éteignirent comme des échos étouffés. Au milieu de ce chaos, Gandalf demeurait silencieux, le regard fixé sur les cendres, comme s'il entendait ce que nul autre ne pouvait percevoir. La plupart pensaient que le magicien était venu assister à la fin, mais ce n'était que la moitié de la vérité. Gandalf savait qu'un royaume comme le Mordor n'était pas une forteresse ordinaire. C'était un espace tissé de peur, de puissance et de souvenirs. Et là où les souvenirs brûlent, des traces demeurent. Aussi pénétra-t-il dans les ruines de Barad-dûr, non par défi, mais avec prudence, tel un explorateur examinant les vestiges d'un vol brisé. Derrière la pierre en fusion et les salles effondrées, il découvrit des pièces jamais vues par des yeux occidentaux, des archives déformées par les ténèbres, des coffres scellés par d'étranges runes et des ombres qui ne manifestaient aucun battement de cœur, même sous la lumière du soleil levant. De nombreuses questions éveillèrent la curiosité du magicien. Seuls des fragments des expériences de Sauron pour alimenter son pouvoir sont connus, mais Gandalf le savait. Si le Seigneur des Ténèbres comprenait une chose, c'était bien l'attachement aux secrets ancestraux. Et l'un d'eux concernait non pas l'anneau, mais le feu. Car le Mordor n'a jamais été qu'une terre d'ombre, c'était un lieu vivant. Le mont Orodruin brûlait non seulement de lave, mais du feu du chant du Créateur, cette étincelle que même Morgoth ne pouvait éteindre complètement. Galadriel avait jadis averti que tout pouvoir laisse une trace, et Gandalf reconnut cette trace avant même de la voir. Dans les chambres les plus profondes, enfouies sous des esclaves brisés et des coulées de cendres, il découvrit des fragments, des éclats fumants d'une chaleur maléfique. Ils ressemblaient à de la roche, mais portaient des motifs qu'aucun forgeron au monde ne connaissait. Ils palpitaient comme un cœur cherchant à se souvenir d'un corps. Chaque battement était faible, mais vivant. Pourquoi Gandalf s'emparerait-il d'une telle chose? La réponse ne réside pas dans la soif de pouvoir. Les Mayas, et c'était là l'essence même de Gandalf, connaissent la tentation mieux que les mortels. Mais ils connaissent aussi l'équilibre. Lorsque les ténèbres sont détruites, sans être comprises, elles peuvent renaître ailleurs, plus sauvages et incontrôlables. Alors Gandalf fit ce que même les sages n'osaient pas. Il rassembla les fragments. Pas tous, juste assez pour en étudier la structure. Quelle était cette essence? Un vestige du chant de Morgoth, une étincelle de la nuit d'Ungoliant, ou peut-être quelque chose de nouveau? Les elfes sentirent le changement. Lors de leur dernière rencontre, Galadriel fixa Gandalf plus longtemps que d'habitude, comme pour le percer à jour. Mais elle garda le silence, car elle savait, qui interroge le feu doit être prêt à se consumer. Les hommes du Gondor remarquèrent seulement que le magicien était devenu plus silencieux après la guerre. Son regard était plus profond, ses paroles plus rares. Il se tournait souvent vers l'est comme s'il écoutait une voix que nul autre ne pouvait entendre. Et c'est là que commence le mystère, non pas ce que Gandalf apprit, mais pourquoi il ne l'a pas laissé derrière lui.
Lorsque Gandalf saisit les fragments incandescents du Mordor, il sentit immédiatement qu'ils contenaient quelque chose qui n'avait pas été créé par Sauron. C'était plus ancien, beaucoup plus ancien. La chaleur qui s'en dégageait n'était pas de nature à brûler la chair. C'était la chaleur d'un souvenir, comme le son d'un chant ancien qu'on croit entendre dans son sommeil. Les Mayas reconnaissent ces murmures car ils proviennent de la même source qu'eux, le chant primordial du monde. Dans les profondeurs de Barad-dûr se trouvaient des chambres que même les orques évitaient. Sur les murs gisaient des runes non écrites en noir parlé. Elles semblaient être déplacées, telles des ombres pressées sur la pierre. Gandalf le savait. Ces symboles étaient plus anciens que la langue des hommes et même plus anciens que les premiers mots des elfes. Certaines chroniques mentionnent de telles inscriptions en lien avec les veines de puissance d'Arda, des lignes invisibles le long desquelles l'énergie d'Eru lui-même circulait autrefois. Lorsque Sauron les étudiait, il recherchait plus que la domination. Il recherchait la mémoire de la création. Les fragments pulsaient selon un rythme irrégulier et Gandalf y reconnut une certaine structure. C'était la même pulsation qu'il avait entendue sur les remparts d'Orthanc, lorsque Saruman avait commencé à jouer avec des pouvoirs qu'aucun mortel ne pouvait comprendre. Pourtant, les fragments étaient plus purs. Ils brûlaient non pas de haine, mais d'une intention. Ils faisaient la partie du noyau de braise qui sommeillait autrefois dans les profondeurs d'Orodruin. Morgoth avait contaminé ce lieu et Sauron l'avait utilisé, mais l'essence originelle n'était pas maléfique. Elle était neutre, brute, indirecte. C'est précisément le genre de pouvoir le plus dangereux car n'importe quelle volonté peut le colorer. Galadriel aurait su ce qu'il portait. Ses mains étaient proches de la même source lorsqu'elle toucha la lumière d'Erendil. Mais Gandalf garda le silence. Non par suspicion, mais par prudence. Car même les elfes, grands et sages, portent en eux des rêves de perfection. Et la perfection n'est qu'un autre nom pour le danger. Dans les couloirs de Minas Tirith, on savait que Sauron gardait enfermé à Orodruin un objet indestructible, mais personne n'osait creuser plus profondément. Les fragments découverts par Gandalf ressemblaient à première vue à de la lave solidifiée. Ceux qui n'écoutaient pas n'entendaient mais que de la pierre. Ceux qui écoutaient entendaient un cœur. Certains prétendirent plus tard qu'il s'agissait des vestiges du feu intérieur, cette étincelle qui avait jadis allumé le premier soleil avant qu'il ne soit emporté au ciel. Gandalf les examina en silence. Il les plaça dans un métal qui ne rouille jamais, les enferma dans des coffres en bois d'Aldaron, et pourtant les fragments semblaient prendre vie chaque nuit. Ils brillaient davantage lorsque la tristesse régnait en ville et s'affaiblissait sous les rires des hommes. On aurait dit qu'ils réagissaient à l'humeur et non à la chaleur. Un écho de puissance spirituelle, les archives des Dúnedain nous apprennent que le Seigneur des Ténèbres chercha un jour à forger un second outil à partir de cette étincelle, non pour remplacer la création d'Ilúvatar, mais pour la corriger. Un artefact qui n'asservit pas la volonté mais la forge, un outil qui adoucit le pouvoir au lieu de le modeler. Pourtant, même Sauron échoua, car l'essence refusa d'obéir. Et c'est là que réside le plus grand mystère. Si Sauron ne pouvait contrôler les fragments, pourquoi le monde les laissait-il exister ? Peut-être, pensa Gandalf, parce que le pouvoir sans forme n'est pas un ennemi. Il ne le devient que lorsqu'il est nommé, car les noms façonnent la réalité. C'était cette pensée qui tenait Gandalf éveillé la nuit. Au fond de lui, il savait que l'équilibre du monde est plus que la victoire d'un royaume. Une lumière qui brûle sans contestation laisse une autre forme de vide sans ombre. Les fragments n'étaient pas une arme, mais un miroir. Leur scintillement indiquait ce que la terre du milieu ferait de leur liberté, grandir ou combattre à nouveau. Gandalf voyageait avec eux, mais ne restait jamais longtemps au même endroit. Les elfes remarquèrent le changement dans son aura, comme si un feu doux s'était allumé en lui. Les hommes se demandaient pourquoi ses pas laissaient des étincelles, et les enfants, qui ignoraient tout, l'appelèrent l'ombre chaude.
Avant de quitter la terre du milieu, il ne rangea pas les fragments. Il les emporta par-delà la mer vers les contrées au-delà de la mémoire, car certaines étincelles n'appartiennent pas au monde, mais au champ qui l'a créé. Alors que Gandalf examinait les fragments de plus près, il remarqua quelque chose qui le surprit lui-même. Plus il s'approchait de son propre bâton, plus il brillait intensément. Non pas de chaleur, mais de reconnaissance. C'était comme s'il trouvait un écho en lui. Un écho plus ancien que la forme que les mortels pouvaient percevoir. Car Gandalf était un Maya, et les fragments ne répondaient pas à la forme physique, mais à l'essence. Les elfes appelaient jadis ces éclats « éclats d'Anulindale », vestige du chant originel qui façonna le monde. Lorsqu'une chose était créée au cœur d'Arda, elle laissait des étincelles dans certaines veines de roche, surtout là où le feu et les profondeurs se rencontraient. Au Mordor, ces étincelles avaient été perverties, obscurcies par la volonté de Morgoth, puis utilisées à mauvais escient par Sauron. Pourtant, leur origine était intacte. Pureté ne rime pas avec sécurité, et tout ce qui est pur peut être perverti. Qu'adviendrait-il si un mortel les avait trouvés ? Certains érudits avancent que les fragments étaient tombés dans le silence, mais Gandalf en savait plus. Les mortels changent souvent le monde involontairement. Un simple éclat aurait suffi à tenter un forgeron ambitieux, non pas au mal, mais pire encore, au progrès. Et tout progrès né de l'orgueil finit tôt ou tard dans l'ombre. Ce fut le cas pour Saruman, ce serait le cas pour n'importe qui. Dans les chroniques des Hobbits, on trouve une phrase étrange « Des choses restèrent dans le feu que personne ne ramassa ». Beaucoup y voient une exagération poétique, mais ceux qui lisent attentivement comprennent que le monde lui-même choisit qui peut porter de telles étincelles. Galadriel soupçonnait la vérité. Elle a dit un jour « Tout ce qui tombe n'est pas perdu. Tout ce qui reste ne restera pas forcément. » Ces paroles ne visaient pas uniquement l'anneau. Il savait qu'Arda avait retenu quelque chose pour que l'histoire puisse continuer. Un avertissement. Alors pourquoi Gandalf lui a-t-il caché les fragments ? Il n'y avait pas de réponse, seulement une intuition. Galadriel portait déjà le poids d'un anneau. Il ne voulait pas l'accabler d'un autre déséquilibre potentiel, car le savoir est parfois plus lourd que la pierre, et lorsque deux porteurs d'une telle perspicacité se rencontrent, l'orgueil peut surgir, le frère silencieux des ténèbres. De plus, Gandalf savait que l'âge elfique touchait à sa fin. Si les fragments étaient rapportés à Valinor, leur essence retournerait à l'ordre du chant. Ainsi, ils n'appartiendraient à personne, mais redeviendraient une partie intégrante du tout. Et qui mieux que les Valar pourrait gérer cela ? Dans les années qui suivirent la guerre de l'anneau, les sages remarquèrent un étrange changement. Le feu brûlait plus doucement. Les ombres semblaient plus fines. C'était comme si le monde avait perdu une écharde murmurante qui le maintenait en équilibre depuis des millénaires. Sans les fragments, l'équilibre n'était pas plus parfait, seulement plus calme. La planète respirait différemment, non pas plus fort, mais plus profondément. Si quelqu'un d'autre les avait récupérés, un roi, un forgeron, un magicien secret, un nouvel âge aurait commencé. Non pas un âge du mal, mais un âge où la volonté serait dictée par la forme. Peut-être des outils auraient-ils été forgés pour apaiser les cœurs, briser les ambitions, amplifier la lumière. Et chaque outil finit par avoir un utilisateur en qui l'on ne peut avoir confiance. La décision revenait donc à Gandalf. Il retira les fragments d'Arda comme on retire un couteau d'une plaie, lentement, avec précaution, sachant que la douleur persisterait, mais sans risque de réinfection. Et Galadriel, certains disent qu'elle savait. Parfois, les puissants voient plus loin que les mots ne peuvent le révéler. Lors de leur dernière rencontre, son regard s'attarda sur les mains de Gandalf un instant de trop. Et elle ne sourit pas, non pas par méfiance, mais par reconnaissance, car certains secrets ne sont pas gardés aux amis, mais au monde entier. Ainsi s'éteignit le murmure d'un feu que nul ne nomma, et avec lui disparut la possibilité de ce pouvoir qui aurait été silencieux, subtil, séduisant,
un ordre sans choix. Précisément ce contre quoi la Terre du Milieu avait finalement lutté. Avec la fin de la guerre de l'Anneau, le monde était épuisé. La Terre poussa un soupir de soulagement, les murs de Minas Tirith brillèrent de leur blancheur nouvelle, et les hobbits rentrèrent chez eux comme s'ils n'avaient fait qu'un long rêve. Mais pour Gandalf, le rêve n'était pas encore terminé. Les fragments cachés au fond de ses poches pulsaient doucement, tels les souvenirs d'un battement que lui seul pouvait entendre. Lors de son voyage vers le nord, avant de quitter la Terre du Milieu, Gandalf s'arrêtait souvent. Il touchait le sol, enfonçait sa main dans les ressorts, écoutait le vent dans les arbres. C'était comme pour se rassurer qu'Arda elle-même n'appelait pas les fragments. Et à chaque fois, il ressentait la même légère résistance, telle une vague repoussée. Le monde commença à se réorganiser, désormais libéré de la pression d'une volonté qu'il avait durcie pendant des siècles. Au Gondor, des changements furent constatés. Les forgerons sentèrent que le métal refroidissait différemment. Les érudits se demandèrent pourquoi les torches dans les couloirs de la bibliothèque brûlaient de plus faiblement, plus doucement, sans le tremblement violent des années passées. Le feu n'était plus que du feu, plus d'écho, plus de faim, et avec lui, les ombres perdaient un peu de leur mordant. Les hommes du Gondor ne demandèrent jamais directement ce que le sorcier transportait. Mais ils virent ses pas s'alléger à mesure qu'il approchait des havres gris, comme si quelqu'un avait ôté de ses épaules un fardeau de pur silence. Et pourtant, il gardait un air grave, car porter des secrets, ce n'est pas les posséder, c'est les laisser tranquilles. Lorsque Gandalf atteignit enfin les rivages, un vent souffla de l'ouest, salé, frais et pourtant chaud au cœur. Les fragments dans sa poche tremblaient faiblement comme des bougies près d'un soleil. Pour la première fois depuis leur découverte, ils s'immobilisèrent. Et ceux qui peuvent discerner les choses les plus profondes disent « ce n'était pas de la peur, c'était un retour ». Sur le navire, Galadriel le regarda une dernière fois. Pas un mot, pas de reproche, juste un hochement de tête. Elle savait ce qu'il avait fait. Et peut-être savait-elle aussi qu'un autre aurait fait ce choix différemment. Ainsi s'éteint la confiance, non pas avec des aveux, mais avec le silence. Qu'aurait fait le monde d'une étincelle du feu originelle? Certains disent de grandes choses, d'autres des choses cruelles. Mais ceux qui étudient l'histoire le savent, toute amélioration a un prix. Tout ordre imposé est porteur de troubles, et tout outil qui adoucit les cœurs en altère aussi le rythme. Gandalf savait que le monde n'a pas besoin de forme parfaite, il a besoin de liberté, d'erreur, de choix, de lumière que l'on choisit, non que l'on reçoit. C'est pourquoi il prit les fragments, c'est pourquoi il les garda secrets, même à Galadriel, non pas par méfiance envers elle, mais parce que le savoir n'est pas toujours fait pour être partagé. Certaines vérités ne sont pas faites pour être dites, d'autres sont faites pour être portées puis reprises en chanson. Après que le navire eut glissé vers l'ouest, la Terre du Milieu ressentit quelque chose d'étrange. Les ombres s'aplanirent, le feu réchauffa davantage, mais la menace s'estompa. Le pouvoir avait perdu son mordant. Pas une seule ligne concernant cette découverte n'apparaît dans les chroniques du 4e âge. Pas un chant, pas un nom, pas une note. Les historiens l'appellent d'un « silence d'argent », un trou dans l'histoire si finement tissé qu'on ne le remarque qu'en observant les contours trop longtemps. Les hobbits n'ont rien demandé, les hommes ont oublié. Les elfes sont restés silencieux, et c'était tant mieux, car certaines victoires ne sont pas montrées, elles sont préservées. Les fragments atteignirent enfin l'endroit où le chant chante encore. Et là, croit-on, ils brillèrent intensément une dernière fois avant de se dissoudre dans la lumière. Pas d'étincelles, pas d'éclat, seulement du son. La boucle était bouclée. Lorsque vous êtes assis aujourd'hui près du feu et que la flamme danse sereinement comme un cœur qui n'a pas à se battre, vous portez inconsciemment en vous les effets de cette décision. Une ombre de moins, encore un souffle. Et quelque part, au-delà de la création, un vieux sorcier regarde en arrière, souriant.